Un P-51 de Mustang hurle en passant devant, un Focke-Wulf à l'envers, en sacrifiant de la vitesse d'une manière qui viole tous les manuels de combat jamais écrits. Le pilote allemand s'attend à ce que l'Américain se redresse. Au lieu de cela, le Mustang roule à travers le bas d'un arc impossible. La physique ne tient plus. Au moment où l'Allemand comprend ce qui se passe, son ailier est déjà en chute. La manœuvre n'a pas encore de nom, mais dans 2 ans, elle sera enseignée dans toutes les écoles de chasse du Nevada à l'Angleterre. Printemps 1943. La guerre aérienne au-dessus de l'Europe est une équation implacable d'altitude, de vitesse et de munitions. Les formations de bombardiers américains perdent des appareils chaque jour. Les intercepteurs allemands exploitent des schémas d'escorte prévisibles. Le calcul est simple et brutal. Mission de 8 heures, canon de 30 mm garçon gelé à 23 000 pieds. La doctrine de chasse est rigide. L'énergie, c'est la survie. Ne jamais perdre de vitesse dans un virage. Ne jamais voler à l'envers, sous 10 000 pieds. Ne jamais sacrifier l'altitude pour l'angle. Le règlement n'est écrit dans le sang de ceux qui ont improvisé et sont morts. Les manuels d'entraînement insistent sur la constance. La constance signifie la prévisibilité. La prévisibilité devrait signifier la mort. Pourtant, la doctrine persiste parce qu'elle a fonctionné en Espagne, en Pologne, puis dans les premiers mois, au-dessus de la France. Mais les Allemands se sont adaptés. Les Focke-Wulf des années 40 ne livrent plus de combats tournoyants. Ils fendent les formations, tirent, puis grimpent hors de portée avant que les escortes ne puissent réagir. Ils exploitent l'espace vertical et la puissance brute. Les pilotes américains sont entraînés à virer, à tourner, en cercle à tirer parti de l'agilité du Mustang. Mais l'agilité prend du temps. Le temps consomme du carburant. Le carburant réduit la portée d'escorte. Les bombardiers meurent seuls plus profondément en Allemagne. À l'aérodrome de Debden, dans l'Essex, le métal sent l'huile brûlée et l'anxiété. Les équipes au sol travaillent dans la boue et le froid. Les pilotes sont briefés dans des baraquements Nissen qui vibrent lorsque le vent tourne. Il n'y a rien d'héroïque dans les briefings du matin, seulement des coordonnées, des bulletins météo et des calculs de carburant. Les chiffres mènent rarement à une espérance de vie au-delà de 20 missions. Un pilote se déplace différemment, non pas avec bravade, mais avec la démarche relâchée de quelqu'un qui réfléchit encore. Il parle peu pendant les briefings, mais ses carnets de vol sont étranges. Il rentre avec moins de munitions que les autres, plus de carburant, moins d'impact. Ses victoires sont souvent classées comme probables, car personne d'autre ne voit les avions allemands tomber. Cela se produit trop vite ou trop loin de la formation. Les autres pilotes le remarquent, certains admirent, d'autres se méfient de ce qu'ils ne comprennent pas. L'officier des opérations pose des questions. Le pilote hausse les épaules et dit qu'il a eu de la chance. Mais la chance ne se répète pas. Et la sienne, si. Si cette histoire vous importe, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous. Il s'appelle Urban Leonard Drew, même si la plupart l'appellent Ben, né dans le Kentucky. Voix calme, éducation presbytérienne. Il a étudié l'ingénierie pendant 2 ans, avant que la guerre ne l'arrache aux règles à calcul et ne le propulse dans les cockpits. Il pense en termes de tolérances et de limites de charge. Le P-51 n'est pas une machine romantique pour lui. C'est un système portance, traîné, poussé masse. Il connaît par cœur le plafond pratique. Il sait de combien de degrés les ailerons se déploient à débattement maximal. Il connaît la vitesse de décrochage selon l'angle d'inclinaison, l'altitude et la charge de carburant.
Cela fait de lui un personnage atypique parmi les pilotes de chasse. La plupart volent à l'instinct et à l'agressivité. Drew vole sur des marges. Il ne fait pas confiance à son intuition. Il fait confiance à ses calculs. À Debden, il esquisse des diagrammes dans un carnet flèche, courbes, chiffres griffonnés dans les marges. Les autres pilotes pensent qu'il complique inutilement les choses. Ils l'appellent le professeur, sans méchanceté mais sans chaleur non plus. Avant la guerre, Drew travaillait l'été sur des aérodromes de l'Ohio. Il observait des avions d'épandage virer bas et serrés. Il voyait ce qui se produisait lorsqu'un avion décrochait en virage déclenchement vrille, le sol qui arrive trop vite. Mais il voyait aussi la récupération. Il voyait comment un pilote pouvait frôler la limite du contrôle et s'en sortir s'il comprenait cette limite. L'ingénierie lui a appris que les limites n'existent pas comme des murs, mais comme des seuils. On peut les toucher si l'on sait ce que l'on touche. À l'école de pilotage, les instructeurs enseignaient la gestion de l'énergie. La vitesse, c'est la vie. L'altitude, c'est une assurance vie. Chaque virage de combat coûte les deux. La clé est de faire payer plus cher l'ennemi. Le forcer à perdre de la vitesse. Le forcer à virer plus serré. Rester au-dessus de lui, derrière lui, plus rapide que lui. La doctrine est saine. Drew l'apprend, la respecte, puis commence discrètement à tester là où elle se plie. Lors des vols d'entraînement, il s'exerce seul roulis, à grande vitesse, passages inversés, décrochages en chandelle. Rien d'imprudent, seulement de l'exploration. Il veut savoir ce que le Mustang ressent, à la limite. Il apprend le tremblement dans le manche quand l'aile est sur le point de décrocher. Il apprend combien de palonniers compensent le lacet inverse lors d'un roulis lent. Il apprend comment l'avion réagit lorsqu'on cesse de le combattre pour commencer à le guider. Ses instructeurs ne voient rien de tout cela. Il est qualifié pour le convoyage vers l'Angleterre, rejoint le 361e groupe de chasse et effectue sa première mission en mars 1943. Le combat est plus rapide et plus froid que tout ce que l'entraînement laissait supposer. Les traçantes sont plus brillantes. La peur est plus lente. Tout se joue en fractions de secondes. Mais Drew ne panique pas. Il calcule. Après sa 5e mission, il écrit une lettre à sa famille. Il n'y mentionne pas la peur. Il parle d'angle. Il explique à son frère que les pilotes allemands sont bons mais prévisibles. Ils montent, ils plongent, ils comptent sur la vitesse. Ce qu'ils ne font pas, écrit-il, c'est voler à l'envers, sous puissance, au sommet d'une chandelle. Ce à quoi ils ne s'attendent pas, c'est un avion qui traverse le bas d'une boucle sans jamais la compléter. La lettre ne mentionne jamais de victoire, seulement des possibilités. Le problème auquel sont confrontées les escortes de chasse américaines n'est pas le courage, c'est la géométrie. Les chasseurs allemands attaquent depuis le dessus. Ils utilisent la gravité et la vitesse. Les pilotes américains tentent de monter pour les intercepter, mais monter coûte de la vitesse. Au moment où le Mustang atteint l'altitude du Focke-Wulf, l'Allemand a déjà tiré et plongé pour s'échapper. Le Mustang poursuit. L'Allemand se met en palier, accélère, puis remonte. Le Mustang ne peut pas suivre. L'énergie se dissipe. Le flot des bombardiers continue sa route. L'escorte décroche. La doctrine ordonne de maintenir la formation, de maintenir l'altitude, de maintenir l'énergie. Ne jamais poursuivre un bandit isolé loin des bombardiers. Mais cette doctrine suppose des positions de départ égales. Elle suppose que les deux chasseurs se voient au même moment. Elle suppose que le combat commence sur une base neutre. Ce n'est pas le cas. C'est l'Allemand qui décide quand le combat commence.
L'Américain réagit. Certains pilotes tentent de surpasser l'ennemi en virage. Le Mustang en est capable surtout face au Focke-Wulf plus lourd. Mais un combat tournoyant prend du temps des minutes du carburant et suppose que l'Allemand soit assez imprudent pour tourner. La plupart ne le sont pas. Ils savent que le Mustang vire mieux, alors ils ne virent pas. Ils frappent et s'enfuient. Il s'éclaircit la gorge. Le problème tactique reste sans solution. D'autres tentent de plonger avec l'Allemand, mais le Focke-Wulf plonge plus vite. Son poids supérieur et son moteur radial supportent des vitesses plus élevées. Le Mustang plus léger et plus profilé peut rattraper dans une longue plongée, mais seulement si l'Allemand maintient cette plongée. Il ne le fait pas. Il se met en palier, allonge la distance, puis remonte, avant que l'Américain ne soit à portée de tir. À ce moment-là, le Mustang est loin des bombardiers et seul. Les calculs sont clairs. On ne bat pas un adversaire plus rapide sur une trajectoire rectiligne. On ne bat pas un adversaire discipliné dans un combat vertical s'il en contrôle l'entrée. Il faut changer l'équation. Mais comment? Les commandants discutent de tactique. Ils prolongent la portée d'escorte avec des réservoirs largables. Ils assignent les chasseurs à des boxes de bombardiers spécifiques. Ils varient les bandes d'altitude. Ce sont des solutions systémiques. Elles réduisent les pertes, mais n'éliminent pas le problème. Les pilotes allemands dictent toujours les conditions. Les pilotes américains réagissent toujours. Drew écoute ses séances de débriefing. Il parle peu, mais il réfléchit à autre chose. À quelque chose que personne n'a posé comme question. Et si le Mustang n'essayait ni de grimper plus haut, ni de plonger plus vite que l'Allemand? Et s'il changeait complètement d'axe? Le manuel dit « ne jamais voler à l'envers en combat ». L'inversion fait perdre de l'énergie. On perd de la portance. On chute à travers le virage. On présente le ventre à l'ennemi. Tout cela est vrai. Mais Drew pense au timing, à la surprise, à ce qui se passe lorsque l'ennemi s'attend à une action et que vous faites exactement l'inverse dans un espace dont il ignorait l'existence. Il redessine la manœuvre. Un roulis à grande vitesse au sommet d'une montée en chandelle. Ni une boucle, ni un split S. Quelque chose entre les deux. Un roulis vers une descente inversée qui se transforme en virage plongeant. Les calculs suggèrent que c'est possible. Le manuel dit que c'est suicidaire. Drew pense que les deux peuvent être vrais selon l'exécution. Personne n'écoute quand il tente d'expliquer. C'est trop abstrait, trop théorique. Un chef d'escadrille lui dit de s'en tenir à ce qui fonctionne. Un autre suggère qu'il réfléchit trop. Un troisième plaisante, s'il essaie, il ira se planter comme une fléchette dans la Manche. Drew acquiesce, ne dit plus rien, mais il n'arrête pas d'y penser. 7 avril 1944. La mission est une escorte de bombardiers vers Munich. Ciel dégagé, vent calme. Excellente visibilité. Des chasseurs allemands sont attendus. La patrouille de Drew est assignée à la couverture haute. Ils orbitent au-dessus du flot de bombardiers à 26 000 pieds. Le froid s'infiltre à travers les gants et les bottes. La respiration embue la verrière. Le monde est silencieux, hormis le moteur et le grésillement de la radio. Contact, ennemi signalé. 3 heures haut. Une paire de Focke-Wulf 190 plonge à travers la formation depuis 2000 pieds au-dessus. L'attaque est classique. Angle raide, grande vitesse. Les canons crachent. Un bombardier laisse échapper une traînée de fumée. Les Allemands redressent leur plongée et entament leur montée. L'élément de Drew est trop éloigné. Quand ils verront, les Allemands sont déjà en ascension. Drew pousse la manette des gaz à fond. Puissance d'urgence de guerre. Le Mustang accélère.
Il cabre dans une montée en chandelle, échangeant la vitesse contre de l'altitude. Les Allemands le voient. Ils continuent de monter. Ils savent qu'il ne peut pas les atteindre. Procédure standard. Ils vont monter, se mettre en palier, puis s'éloigner. À ce moment-là, Drew devrait décrocher ou retomber. Mais Drew ne décroche pas. Au sommet de la montée, alors que la vitesse chute à travers 160, il roule à l'envers. Le mouvement est fluide, sans hésitation. Il maintient le manche neutre et laisse le nez passer sous l'horizon à l'envers. La gravité entraîne l'avion. Les commandes restent réactives. Il ne boucle pas. Il ne plonge pas verticalement. Il roule à travers un arc qui conserve l'énergie et modifie son angle plus vite qu'un renversement classique ne le pourrait jamais. Le leader allemand voit le Mustang s'inverser. Il s'attend à ce qu'il termine une boucle ou exécute un split S. Il ajuste son angle de montée pour éviter la trajectoire anticipée. Mais Drew ne suit pas la trajectoire anticipée. Il se remet à l'endroit à mi-descente et tire dans un virage à forte charge qui le place à l'intérieur de l'arc du Focke-Wulf. L'avion allemand tente de rompre. Trop tard. Drew tire. Rafale de 2 secondes. Les balles de calibre 50 transpercent l'emplanture de l'aile. L'avion allemand tressaute. Des morceaux se détachent. Il s'enroule en spirale vers le sol, traînant des flammes. Drew sort du virage, balaie le ciel, à la recherche de l'ailier. Le second, allemand, fuit. Drew ne le poursuit pas. Il remonte vers les bombardiers. Son ailier l'appelle à la radio et demande ce que c'était que ça, bon sang. Drew ne répond pas. Il n'a pas de nom pour cette manœuvre. Ça a fonctionné. C'est tout. Après l'atterrissage, le débriefing est tendu. Drew annonce la victoire. L'officier des opérations lui demande de décrire la manœuvre. Drew essaie. Il parle de taux de roulis et de portance inversée. Il explique comment le roulis a permis de conserver l'énergie tout en modifiant la géométrie du combat. L'officier écoute, puis lui dit de ne plus jamais tenter cela. Ce n'est pas dans le manuel. Si d'autres pilotes essaient sans comprendre la mécanique, ils mourront. Drew acquiesce. Il comprend, mais il n'est pas d'accord. Ce soir-là, 2 autres pilotes l'approchent aux messes des officiers. Ils veulent en savoir si la manœuvre est reproductible, si elle peut être enseignée. Drew dit qu'il ne sait pas. Il ne l'a exécutée qu'une seule fois, en combat. Mais les calculs tiennent. Si l'on maintient la vitesse au-dessus de 150, si l'on roule en douceur, si l'on comprend où pointe le vecteur de portance tout au long de la manœuvre, alors oui, cela devrait fonctionner. Devrait. Le mot reste suspendu dans l'air comme de la fumée. 3 semaines plus tard, Drew est de nouveau au-dessus de l'Allemagne. Cette fois une formation plus importante. Plus de bombardiers, plus d'escortes, plus de contacts ennemis. La Luftwaffe envoie tout ce qu'elle a. Des Focke-Wulf, des Messerschmitt, des Schmidt, même quelques vieux 109 dépassés pilotés par des novices désespérés de stopper l'hémorragie. L'escadrille de Drew est attaquée depuis le haut. 4 Allemands passent à grande vitesse. La formation se disperse. Drew casse. À droite monte, roule à l'envers, au sommet, puis enchaîne vers le virage, plongeant. Cette fois, tout se déroule plus vite, plus proprement. Il connaît désormais la sensation. Le Mustang réagit comme s'il avait été conçu pour cela. Un Allemand tente de le suivre dans le roulis, décroche à mi-parcours et part en vrille. Drew ne tire pas. L'avion est déjà condamné. Un autre pilote, un lieutenant nommé Vickers, voit la scène. Il tente la manœuvre lors de l'engagement suivant. Il roule trop lentement. Le nez plonge trop fortement. Il tire à 7G en essayant de récupérer. Il perd connaissance. Se réveille 1000 pieds plus bas. Seul, désorienté.
Il survit de justesse. Après l'atterrissage, il dit à Drew que la manœuvre est folle. Drew acquiesce, mais la folie n'est pas synonyme d'impossibilité. La rumeur se répand. Certains pilotes sont curieux, d'autres hostiles. Un capitaine nommé Riddle s'emporte dans la salle de préparation. Drew va finir par tuer quelqu'un. Les astuces ne gagnent pas les guerres. Ce sont la discipline et les tactiques de formation qui les gagnent. Drew ne réplique pas. Il pose une seule question: combien de bombardiers la formation de Riddle a-t-elle perdu la semaine précédente? Riddle ne répond pas. Une semaine plus tard, un as allemand tente la même manœuvre contre une patrouille américaine. Il roule à l'envers, au sommet d'une montée, tente de se laisser tomber dans une position de tir, mais il se trompe sur la vitesse. Le roulis est trop agressif. L'avion décroche brutalement, part en vrille inversée et s'écrase dans une forêt de Bavière. Les pilotes américains voient la scène. Certains sont horrifiés, d'autres fascinés. La manœuvre n'est pas seulement dangereuse pour celui qui l'exécute. Elle est dangereuse à affronter. Elle bouleverse les hypothèses, modifie le timing. Un pilote qui s'attend à une boucle ou à une plongée devient vulnérable à quelque chose d'intermédiaire. Drew est convoqué dans le bureau du commandant d'escadrille. Le commandant est un major nommé McCollum. Dur juste fatigué. Il ordonne à Drew d'arrêter. La manœuvre n'est pas autorisée. Elle n'est pas sûre. Elle va faire tuer des hommes. Drew demande s'il est cloué au sol. McCollum répond que non, mais qu'il est averti. Drew acquiesce, dit qu'il comprend. Puis, McCollum lui pose une autre question. Peut-on l'enseigner? Peut-on la standardiser? Des pilotes moyens, peuvent-ils l'exécuter? Ou exige-t-elle de l'instinct? Drew réfléchit longuement, puis répond que cela exige des calculs. Si l'on connaît la vitesse de décrochage, le taux de roulis et les limites de charge, on peut le faire. Si l'on devine, on meurt. McCollum note quelque chose, puis le congédie. Drew quitte le bureau sans savoir s'il a été réprimandé ou recruté. 2 mois plus tard, un programme d'entraînement apparaît, officieux, dactylographié sur papier pelure, distribué à une poignée de pilotes expérimentés. Il décrit un renversement en roulis à grande vitesse avec transition inversée. Pas de nom, seulement de la géométrie des vitesses, des angles, des avertissements. Le nom de Drew n'y figure pas, mais ces schémas tirés de son carnet, oui. Dès le mois d'août, la manœuvre est pratiquée, en altitude au-dessus de la campagne anglaise. Les instructeurs observent depuis le sol. Certains pilotes la maîtrisent en une semaine, d'autres n'essaient jamais. Quelques-uns s'écrasent, pas au combat, à l'entraînement. Le commandement débat pour savoir s'il faut l'interdire purement et simplement ou la formaliser. Le débat dure des mois. Pendant ce temps, les pilotes continuent de l'utiliser parce qu'elle fonctionne. En octobre, une patrouille de Mustang engage un groupe de FW 190 près de Francfort. 3 Américains utilisent le renversement en roulis en moins de 2 minutes. 2 Allemands sont abattus. Le 3e rompt le combat. Après la guerre, un pilote de la Luftwaffe capturé l'a décrit lors d'un interrogatoire. Il l'appelle le roulis américain. Il dit qu'il était impossible d'y répondre, qu'il fallait le voir venir, sinon on était déjà mort. À l'hiver 1944, la manœuvre porte un nom. Pas officiel, pas formel. Les pilotes l'appellent le Drew Turn. Certains parlent du Debden Roll. Quelques-uns l'appellent le Crazy Ivan, emprunté aux tactiques de sous-marins. Mais le nom importe peu. Ce qui compte, ce sont les résultats. Les pertes d'escorte diminuent. Pas de manière spectaculaire, pas partout. Mais dans les escadrilles, où les pilotes comprennent la manœuvre, la courbe s'infléchit. Moins de chasseurs perdus inutilement. Davantage d'intercepteurs allemands contraints à la défensive.
plus de bombardiers qui rentrent à la base. Le changement est mesurable. Les données apparaissent dans les rapports après action. Les analystes le remarquent, les tacticiens aussi. Au printemps 1945, la manœuvre est enseignée dans les bases d'entraînement aux États-Unis. Après la guerre, l'US Army Air Forces l'étudie formellement. Les ingénieurs analysent les films. Ils calculent les facteurs de charge, la conservation de l'énergie, les taux de succès. Ils constatent que la manœuvre fonctionne parce qu'elle comprime le temps de décision. Une boucle ou un split S classique est prévisible. L'adversaire peut suivre la trajectoire et s'adapter. Le renversement en roulis modifie la trajectoire en cours de manœuvre. Il exige un recalcul en temps réel de la part de l'ennemi. La plupart n'y parviennent pas assez vite. Quand ils y arrivent, les angles ont déjà changé. Les pilotes de la guerre de Corée apprennent la manœuvre dans le cadre du programme avancé de combat aérien. Elle est affinée, adaptée aux vitesses des jets. Les principes restent valables: roulis à grande vitesse, transition inversée, contrôle de l'angle de descente, conservation de l'énergie. Au Vietnam, elle devient standard. Chaque pilote de chasse en connaît une version. La plupart ignorent son origine. L'impact à long terme est plus difficile à quantifier. Combien de bombardiers ont survécu parce qu'un chasseur allemand a rompu le combat au lieu de poursuivre l'attaque? Combien de missions ont réussi parce que les escortes sont restées proches au lieu de poursuivre des bandits dans des pièges verticaux? Les chiffres existent dispersés dans des journaux de mission et des rapports de pertes couvrant des décennies. Mais ils racontent une histoire. Le refus d'un seul homme d'accepter la doctrine comme un dogme a changé la manière de voler de milliers d'autres. Drew lui-même effectue 69 missions de combat. Il revendique 6 victoires, probablement davantage. Il survit à la guerre, rentre chez lui, retourne à l'ingénierie, conçoit des avions d'épandage de petits appareils, rien de célèbre. Il parle peu de la manœuvre. Lorsqu'on l'interroge, il dit qu'il a eu de la chance, que le Mustang était un bon avion, que les Allemands ont commis des erreurs. Mais son carnet de vol raconte une autre histoire. Des notes dans les marges des schémas des vitesses, consignées à l'unité près. Il n'a pas eu de chance. Il a été précis. Des décennies plus tard, lors d'une réunion de pilotes de chasse dans le Nevada, un instructeur demande à Drew de décrire la manœuvre. Drew a 70 ans. Ses mains tremblent légèrement, mais sa voix est stable. Il parle de vecteurs de portance, d'autorité en roulis, de gestion de l'énergie. Il la dessine sur un tableau noir, les mêmes arcs qu'il traçait dans un baraquement Nissen, en Angleterre, 50 ans plus tôt. Les jeunes pilotes regardent. Certains ont volé sur F-16, F-18, des avions à réaction qui roulent plus vite et virent plus serrés que n'importe quel Mustang, mais la géométrie est la même. La logique n'a pas changé. Un pilote lui demande s'il a eu peur la première fois qu'il a essayé en combat. Drew marque une pause, puis répond que oui. Mais la peur n'était pas le problème. Le problème, c'était la certitude. Il était certain que les calculs fonctionnaient. Il l'était moins quant à sa capacité à les exécuter. Or, la certitude sans l'exécution n'est que de la théorie. Alors, il a essayé. Et l'avion a tenu. Et l'Allemand, non. La manœuvre est toujours enseignée. Pas sous le nom de Drew, pas avec ses schémas. Mais elle est là intégrée au programme, inscrite dans la mémoire musculaire de chaque pilote de chasse qui roule à l'envers, au sommet d'une montée, et enchaîne sur une attaque plongeante. Ils ignorent qu'ils volent selon ses calculs, mais c'est le cas. Drew meurt en 1998,
Funérailles discrètes à vie de décès succinctes. L'annonce mentionne son service, sa famille, son travail dans l'aviation. Elle ne mentionne pas la manœuvre. La plupart des personnes présentes ne savent pas. Quelques-unes si. Elles se tiennent au fond. Des hommes plus âgés des pilotes. Ils parlent peu. Après la cérémonie, l'un d'eux écrit une lettre à une revue d'aviation. Il y décrit le Drew Turn. Il explique ce que c'était, pourquoi cela comptait, comment cela a sauvé des vies. La lettre est publiée. Quelques personnes la lisent, encore moins s'en souviennent. Mais la mémoire n'est pas la mesure d'un héritage. L'impact l'est. Et l'impact de la volonté d'un homme de questionner, de calculer, de prendre des risques, résonne chaque fois qu'un pilote s'inverse en altitude et modifie l'angle d'un combat. L'ennemi s'attend à des lignes droites, des boucles, des plongées. Il ne s'attend pas à l'espace entre les deux. Cet espace, étroit, mortel et défini par les mathématiques, appartient à ceux qui osent tester la limite de ce qu'une machine et un être humain peuvent accomplir ensemble. La guerre de Drew s'est jouée en secondes. Son héritage se mesure en décennies. Un homme, une manœuvre, un refus d'accepter que le livre soit clos. Le ciel est rempli de ces refus. La plupart sont oubliés. Quelques-uns, comme le sien, sont tissés si profondément dans la trame du vol qu'ils deviennent invisibles, non parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont réussi si complètement qu'ils sont devenus la nouvelle norme. Et c'est peut-être là la plus haute forme d'honneur, changer les règles si profondément que plus personne ne se souvient qu'il en ait jamais existé d'autres.